pour donc réaliser ta thèse à Oxford, avec ensuite un premier postdoc également à Oxford, et ensuite donc des postdocs en Suisse. Et puis tu t'es installé sur Paris où donc tu as formé un groupe de recherche et tu t'es beaucoup intéressé dans les différents projets au rôle du lymphocyte T dans un contexte infectieux dans un premier temps, et surtout sur le VIH. Et puis au cours du temps, il y a cet aspect immunosénescence et aging qui s'est développé dans tes travaux, donc toujours au départ dans un contexte infectieux. Et puis donc avec une partie de ton groupe de Paris, tu es arrivé et as rejoint l'équipe de Julie de Chanet à Immunoconcept. Et donc à partir de 2022, avec Julie, vous co-dirigerez donc l'équipe Vulnerability Aging of the Immune System. Et donc aujourd'hui, la présentation va principalement porter sur les interactions entre le lymphocyte T naïf et le vieillissement. Donc merci encore une fois d'avoir accepté de faire cette présentation. Merci beaucoup, Katia, pour cette introduction bien complète. Je crois qu'il ne me reste plus grand-chose à dire alors, juste à part que voilà, c'est un plaisir pour moi de faire séminaire et puis surtout d'avoir rejoint l'université, le département et puis bien sûr le laboratoire Immunoconcept. Donc, voilà, ça fait juste quelques mois, donc je me sens encore tout neuf, tout jeune, donc c'est chouette. Donc voilà, donc je vais continuer en français. Alors toutes les dias sont en anglais. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, une question au cours du topo, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Normalement, on a le temps. On a 1 heure en tout, c'est ça? Donc voilà, Oui, je tout pense que à fait. avec j'ai une quarantaine de dias, donc ça devrait être tout bon. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc voilà, comme l'a dit Katia, donc je vais me concentrer aujourd'hui sur des travaux qu'on a fait, qu'on est en train de faire sur les lymphocytes T naïfs et dans le contexte donc, du vieillissement. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça, surtout peut-être s'il y a des non-immunologistes, j'aurai quelques dias de base. Hop. Voilà, juste pour rappel, enfin, ce qui nous intéresse au sein de l'équipe qu'on va co-diriger avec Julie, c'est la vulnérabilité de la personne à différentes maladies ou comorbidités. Alors, on sait de manière générale que au cours de la vie, au cours du temps, c'est vraiment la combinaison de différents aspects de la vie, différents événements, différents facteurs, donc qui vont en fait conduire avec le temps, comme je disais, sans doute au travers de mécanismes qui très souvent impliquent une inflammation systémique chronique, donc qui vont conduire à cette vulnérabilité des personnes à différentes maladies et qui vont conduire aussi à un vieillissement immunitaire qui va participer donc à cette fragilité par rapport aux maladies. Alors, bien sûr, dans l'équipe, on ne peut pas s'intéresser à tout de manière générale. Donc, voilà, en fonction de notre expertise, on va s'intéresser à certains événements, d'infection par des pathogènes, des virus chroniques, le contexte de transplantation, de stress post-traumatique, des contextes donc, liés plutôt au vieillissement, à la sénescence cellulaire et comment tout ceci donc, va impacter notre capacité de résilience ou être vulnérable dans des maladies infectieuses ou le cancer, la capacité à répondre à un vaccin, ainsi que, donc, surtout dans le cadre de la transplantation, donc les événements de tolérance versus réjection. Voilà. Et en particulier, donc, voilà, on s'intéresse aux lymphocytes T et donc, quelles sont finalement les altérations fonctionnelles des lymphocytes T donc, au cours du temps relié à ces événements et finalement, quel va être le rôle de ces altérations dans la vulnérabilité aux personnes donc souvent âgées, donc dans ces différents contextes, dans ces différentes comorbidités. Bien sûr, avec le but final, c'est d'améliorer la réponse des lymphocytes T dans ces contextes de vulnérabilité. Donc voilà, ma première partie, tout le talk va se concentrer sur les lymphocytes T naïfs, mais dans cette première partie, je voudrais vous dire pourquoi, qu'est-ce que sont les lymphocytes T naïfs et pourquoi on se concentre en particulier, pour ma part, sur ces lymphocytes T naïfs. Alors, juste pour rappel, donc le lymphocyte T naïf, on le trouve entre guillemets au tout début de la réponse immunitaire,
adaptatif, cellulaire. Donc, le lymphocyte T naïf, c'est celui à qui on présente donc, les antigènes. Donc, les cellules présentatrices d'antigènes vont présenter un antigène dans un contexte, par exemple, d'infection virale ou de tumeur. Et ces cellules donc activées vont se différencier, proliférer pour donner un pool de cellules effectrices, donc ils vont pouvoir se débarrasser de la cible, du pathogène en question, par exemple, et pouvoir laisser donc une petite population de cellules mémoire, et ainsi de suite, si ces cellules sont réactivées. C'est le principe finalement de base de la vaccinologie. Et alors ça, c'est un petit schéma simple pour replacer les cellules naïves. En réalité, on comprend que c'est un peu plus compliqué parce qu'à partir d'une cellule naïve qui va être activée, se différencier, on peut voir qu'on va avoir en fait une multitude de cellules, on va dire, différentes en termes de ce qu'elles peuvent faire, de leur fonctionnalité. Donc elles sont toutes capables de reconnaître la même cible, le même virus ou la même tumeur, mais voilà, on va avoir des cellules qui vont avoir des propriétés diverses, que ce soit dans la phase effectrice, soit dans la phase mémoire. Par exemple, donc ça c'est un petit schéma, ça fait longtemps, enfin on va dire, avec quelques sous-populations, donc c'est longtemps que c'est connu. De nos jours, on peut rajouter encore plus de sous-populations, mais on voit encore une fois les cellules naïves, donc qui sont activées, qui vont se différencier, et par exemple pour donner différentes sous-populations, appelées centrales mémoire, effecteurs mémoire, plus ou moins différenciées. Et voilà, donc on peut identifier ces sous-populations donc, à l'aide de l'expression de marqueurs à la surface de ces cellules, donc pour les identifier en cytométrie de flux. Et le but, ce n'est pas juste de s'amuser à regarder différentes populations, c'est en fait, de mieux comprendre leurs propriétés et leur rôle donc, dans différentes pathologies. Parce qu'en effet, ces cellules, en fonction de leur état de différenciation, ont différentes fonctions, si on veut. Donc, par exemple, voilà, ici, on trouve très tôt les centrales mémoire, qui sont des cellules qui, par exemple, sont connues pour produire beaucoup d'IL2, d'interleukine 2, donc qui est bon pour la prolifération des cellules. Et d'ailleurs, les centrales mémoire prolifèrent très bien. Sont des cellules qu'on retrouve souvent dans les organes lymphoïdes secondaires, les ganglions. En fait, ces cellules, un peu comme les naïves, on va leur présenter l'antigène. Et ces cellules vont pouvoir donc se réactiver rapidement. On les considère un petit peu comme les vraies cellules mémoire quoi, qui sont là, qui attendent de revoir leur antigène. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a plus les cellules effectrices mémoire qui vont avoir une capacité de production de cytokines différente, généralement plus pro-inflammatoires. Ce sont des cellules qui prolifèrent de moins en moins et qu'on retrouve on la trouve plus dans les lymphoïdes dans les organes lymphoïdes secondaires, mais plus en périphérie, où ces cellules, en fait, on a besoin de ces cellules pour avoir des fonctions effectrices. Voilà, c'était juste pour vous donner une petite idée, un petit background sur les lymphocytes, en particulier les lymphocytes naïfs, d'où toutes ces cellules proviennent. Et alors, pourquoi s'intéresser aux lymphocytes naïfs en particulier? Alors, en particulier donc, avec l'âge, donc on sait, c'est un très bon exemple qui nous sert beaucoup en ce moment. La Covid-19, alors on le sait bien sûr, elle impacte en particulier donc, les personnes âgées. Ici, vous avez juste une représentation du nombre de morts donc en fonction de l'âge, donc dans la population française. Et voilà, au-dessus de 60-70 ans, c'est là où on retrouve bien sûr le plus de personnes donc, affectées qui peuvent mourir de la Covid. Le cancer aussi, donc relié à l'âge. Donc ça, c'est donc l'augmentation de l'incidence des cancers. Alors, c'est tout type de cancer. Ça ne veut pas dire que tout cancer suivra cette évolution, mais voilà, c'est une moyenne sur l'ensemble des cancers. Donc la plupart, peut-être 2/3 des cancers ont un petit peu cette évolution, c'est-à-dire une augmentation de l'incidence avec l'âge, ici sur des données qui viennent des États-Unis. Et en fait, on peut penser à plusieurs causes, bien sûr, de cette vulnérabilité, fragilité des personnes âgées, donc dans le cadre de la Covid-19 ou des cancers. Mais bon, une cause d'intérêt toute particulière, de manière générale, et en particulier pour nous immunologistes, c'est les altérations du système immunitaire avec l'âge. Donc, on voit des changements au niveau du nombre et la fonction des lymphocytes. On a des changements inflammatoires aussi qui s'opèrent avec le temps. Mais ce qu'il y a, je pense, d'assez particulier
donc aussi bien à la COVID-19 qu'au cancer, c'est que les cellules naïves ici pourraient avoir un rôle particulier. Donc la COVID-19, bien sûr, on sait que l'agent pathogène, c'est SARS-CoV-2, qui est un virus émergent, donc pour lequel on n'a pas encore monté de réponse effectrice ou mémoire, on n'a pas encore vu a priori ces antigènes, donc il va falloir induire des nouvelles réponses contre ce SARS-CoV-2. Les cancers, c'est un peu la même chose en fait. L'apparition de cellules tumorales est généralement associée avec l'apparition de nouveaux antigènes, des néo-antigènes, pour lesquels donc, la réponse immunitaire, à travers peut-être de l'immunosurveillance contre les cancers, on doit induire des nouvelles réponses contre ces antigènes. Et donc, voilà, dans le cadre aussi bien du contrôle des virus et des tumeurs, on sait que par exemple les lymphocytes T, en particulier par exemple les lymphocytes T CD8 positifs, qui sont connus pour leur fonction antivirale et cytotoxique, donc au travers de la capacité à produire des cytokines antivirales ou des cytotoxines telles que perforine et granzyme, donc vont avoir un rôle particulier dans le contrôle des virus et des tumeurs. Et si bien que ça en fait des cibles principales des vaccins et des immunothérapies dans ces contextes. Et comme je vous disais, par exemple, dans le contexte de virus ou d'infections émergentes ou de cancer, on a besoin d'induire des nouvelles réponses contre ces nouveaux antigènes. Donc, vraiment, la capacité d'immunosurveillance contre les pathogènes ou les cancers va vraiment dépendre de la capacité de priming ou d'induction de réponse T CD8. Et on peut imaginer que le vieillissement immunitaire, les altérations du système immunitaire avec l'âge peuvent impacter de manière négative cette fonctionnalité des lymphocytes CD8 et la mise en place de réponses immunitaires. D'où l'importance d'aller, je pense, étudier la source d'une réponse immunitaire, les lymphocytes T naïfs avec le vieillissement. Ici, c'est un petit schéma qui vous résume ce qu'on connaît déjà depuis un certain nombre d'années en termes d'homéostasie ou de changement, on va dire, de l'équilibre au niveau du compartiment des lymphocytes T avec l'âge. Donc, à gauche, une personne jeune ou d'âge moyen et à droite, une personne âgée. Et en fait, donc les cellules naïves qu'on va retrouver ici sont au milieu de ce processus de développement de réponse immunitaire, comme on l'avait dit, qui commence très tôt au niveau des progéniteurs ou même des cellules souches hématopoïétiques, dont on sait avec l'âge qu'il y a des altérations aussi bien quantitatives que qualitatives. On sait aussi avec l'âge ce qu'on appelle l'involution du thymus, c'est-à-dire on a une disparition donc, au cours du temps des compartiments fonctionnels du thymus, donc, qui permettent la production des lymphocytes T. Et donc, c'est bien vraiment la source même de la production des lymphocytes, l'organe de production des lymphocytes T font défaut avec l'âge. Et donc, on va avoir une beaucoup plus faible production, voire une absence de production de lymphocytes T chez la personne âgée. Et en périphérie, on voit en fait, de manière générale une réduction du nombre de ces lymphocytes T naïfs. Et en contrepartie, avec le temps, avec l'âge, on peut voir une accumulation de cellules plutôt effectrices mémoire avec des changements oligoclonaux, c'est-à-dire qu'on a plus cette polyclonalité, cette diversité des lymphocytes T, on a plus une population oligoclonale. Mais ça, c'est ce qu'on connaît pas mal. Et donc ici, par exemple, donc je reprends ici le petit schéma donc de développement des lymphocytes T, en partant, on va dire, très tôt des cellules souches hématopoïétiques ou précurseurs jusqu'aux lymphocytes T effecteurs mémoire très différenciés. En fait, donc, je vous ai dit, on peut, en cytométrie de flux, à l'aide de différents marqueurs, on peut aller identifier toutes ces cellules. Et puis, on s'est, entre guillemets, amusé à aller mesurer, donc trier toutes ces cellules à partir de 100 de personnes jeunes. Et on s'est amusé à les regarder, amusé, entre guillemets. La personne dans le labo qui a fait ça, c'est pas forcément amusé parce que c'était beaucoup de boulot. Mais donc a été regarder la longueur des télomères ainsi que l'activité de la télomérase dans ces différentes sous-populations. Alors ici, chaque point représente un individu donc pour chacune de ces sous-populations, entre guillemets. Et vous pouvez voir, et ça c'était en fait déjà connu, qu'au cours de la différenciation des lymphocytes T, on va avoir un raccourcissement des télomères et une diminution de l'activité de la télomérase. On a une sorte finalement de vieillissement cellulaire qui se produit au cours de la différenciation.
ce qui est connu et attendu, puisque les cellules naïves activées vont se différencier, vont proliférer, et au final, ceci va être associé avec une diminution de la longueur des télomères, un certain vieillissement. Alors, par contre, voilà, ce qui était moins connu et ce qu'on a voulu faire, c'est en fait la même chose, trier ces différentes populations, mais pas seulement dans des individus jeunes, mais aussi dans des sujets d'âge moyen ou âgés, donc de plus de 75 ans, pour regarder la même chose, la longueur des télomères et l'activité de la télomérase. Et on va peut-être juste se concentrer directement sur ici les cellules naïves. Est-ce que vous pouvez voir ici, encore une fois, chaque point est un sujet ici. On va voir que la longueur des télomères, comme l'activité de la télomérase, diminue en fonction un petit peu de l'âge des donneurs. Si bien que voilà, des cellules naïves, a priori qui n'ont pas encore vu d'antigènes, donc chez des personnes âgées, vont se retrouver avec des télomères proches de 5 Kb qui s'approchent de la sénescence. On ne va pas parler de cellules naïves sénescentes, on est loin de là, mais voilà, on a comme une tendance claire à ce qu'il y ait un vieillissement, même des populations naïves chez les personnes âgées. Ce qui nous amène un petit peu à ce modèle, cette première conclusion pour cette partie, c'est que bon, vous avez montré qu'il y avait un vieillissement au travers de la différenciation, qui est attendu et connu, mais il y a aussi donc un vieillissement, on va dire, au travers de l'âge, de la vie du sujet, c'est-à-dire que des cellules naïves d'une personne jeune ne vont pas être l'équivalent des cellules naïves d'une personne âgée. Même si on considère que ces cellules sont de manière générale relativement jeunes et n'ont pas encore vu d'antigènes, eh bien, finalement, elles ne sont pas équivalentes en fonction de l'âge du donneur. Alors, on peut penser à différentes causes pour ce vieillissement, cette diminution de la longueur des télomères dans les cellules naïves de personnes âgées. La première, c'est que, je ne sais pas montrer ici, mais les cellules souches hématopoïétiques aussi ont une diminution de leur télomère qui se produit au cours de la vie, au cours du temps. Et donc, finalement, ces cellules naïves venant des cellules des progéniteurs, il y a peut-être avoir un héritage en termes de longueur de télomères dans ces cellules naïves. Et il y a aussi le fait qu'avec l'âge, donc on a un plus petit nombre de cellules naïves, et ces cellules naïves vont avoir tendance à rentrer dans ce qu'on appelle dans la prolifération homéostatique. C'est-à-dire que c'est une manière de garder un certain nombre de cellules naïves, c'est-à-dire que les cellules naïves s'auto-renouvellent. Il n'y a pas d'antigène, c'est plutôt un milieu cytokinique, souvent donc relié à l'interleukine 7, qui va conduire donc à la prolifération de ces cellules. Et diprolifération, au final, peut conduire à une diminution de la longueur des télomères. Voilà, mais bon, l'important, c'est de bien comprendre que une cellule naïve chez une personne âgée n'est pas la même chose qu'une cellule naïve chez une personne jeune. Alors, s'il n'y a pas de questions à ce niveau-là, je vais passer à la deuxième partie, où on va s'intéresser en fait à mieux comprendre. Il y a plusieurs causes, plusieurs facteurs qui peuvent conduire à des altérations quantitatives des cellules naïves, mais on va se concentrer sur une en particulier, c'est de mieux comprendre pourquoi le nombre de cellules naïves diminue, quels sont les facteurs qui peuvent conduire à ça. Donc là, je reprends juste mon petit schéma pour dire en effet, il y avait une réduction du nombre de cellules naïves chez la personne âgée et une augmentation de l'homéostasie. Mais alors, pourquoi ça? Alors, en fait, depuis pas mal d'années, nous et d'autres groupes, on travaille sur la possibilité qu'une stimulation chronique due à des infections par des virus persistant et assez commun, donc pourrait conduire à c'est un épuisement un petit peu des ressources immunitaires. Ainsi, pour vous expliquer un petit peu sur un schéma simple, par exemple, lorsqu'on a donc une infection par un virus non persistant, tel que la grippe, eh bien, on a ce qui se passe, donc, ce que je vais vous montrer avant, c'est-à-dire qu'on a une augmentation ici des lymphocytes T, CD4 ou CD8 contre ce virus, puis une contraction, et on garde une petite population de mémoire une fois que le virus on s'est débarrassé du virus. Mais dans le cadre d'infections persistantes, en fait, on peut avoir d'autres phénomènes qui se passent, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se débarrasser du virus, alors qu'il reste dans son hôte de manière latente,
mais persistantes, c'est-à-dire qu'avec des mini réactivations que souvent on n'arrive pas à détecter. Mais par contre, ceci peut conduire à une sorte de réactivation ou d'activation, on va dire, chronique des réponses T, et donc avoir plutôt ce qu'on appelle une inflation de la mémoire. Et bien sûr, il y a inflation de la mémoire, mais il va toujours y avoir en fait induction de réponses à partir du pool, par exemple, de cellules naïves. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous le savez, on est infecté par un grand nombre de virus persistants. Alors, des virus communs tels que le CMV, donc cytomégalovirus, l'Epstein-Barr virus, les virus herpès simplex, le virus de la varicelle du zoster. Donc, ce sont des virus communs. Alors, il y a aussi le VIH qui rentre dans cette catégorie là, des virus persistants et qui peut conduire à ces phénomènes, mais bon, heureusement, ce n'est pas un virus trop commun. Mais voilà, dans une population, on va dire, standard, on va dire à 30-40 ans, 50% des personnes sont infectées par ces virus, ces herpès virus. Et à 80-90 ans, c'est la grande majorité des gens qui peuvent être infectés. En fait, c'est assez étonnant parce que ça varie un peu en fonction des pays. Et donc, comme j'ai dit, il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur cette hypothèse, mais en fait, il n'y a pas eu encore un consensus général. Il y a pas mal d'études qui ont montré des choses pas forcément en accord. Et en fait, quand on regarde les études, c'est souvent on voit que les investigateurs ont analysé soit des fréquences, donc des pourcentages de cellules, soit des comptes absolus. Et en fait, en fonction de ce qu'on regarde, les interprétations peuvent être différentes. L'âge des populations souvent peut être différent, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose si on regarde des individus d'âge moyen, c'est-à-dire 50 ans, et d'âge âgé, plus de 70-75 ans. On peut avoir aussi des choses des rapports qui disent des choses différentes entre CD4 et CD8. Naïf. Et puis, en fait, on n'est pas sûr aussi de l'impact réel en termes de responsiveness, en termes de réponse des lymphocytes. Donc, il y a encore pas mal de choses à mieux comprendre ici. Donc, pour essayer un petit peu d'avancer, de clarifier un petit peu les choses, on a mis en place, au travers de collaborations entre la France et la Suisse, on a étudié 2 types de cohortes. Je vais vous présenter les datas rapidement de ces 2 types de cohortes. Donc, la première, c'est environ 160 sujets, donc âgés de 19 à 98 ans, considérés donc comme relativement sains. On a éliminé tout ce qui était comorbidité sévère, que ce soit chronique ou aiguë, tout ce qui est traitement aussi sévère. Donc, ce sont chez les personnes âgées, c'est difficile d'avoir des gens complètement sains, mais voilà, on a une population standard qui vit de manière indépendante chez elle et qui est en relative bonne santé. Et on a essayé en fait de voir l'influence de différentes infections par des herpès, donc CMV, EBV, HSV 1 et 2, sur les profils immunitaires de ces personnes. Alors là, c'est juste une première date qui vous montre. Alors ici, on ne regarde pas encore les lymphocytes T, mais on regarde juste des marqueurs d'inflammation classiques, tels que l'interleukine 6, TNF, interféron alpha, qui est un interféron, enfin une cytokine très importante induite par les virus. L'interleukine 10, qui est aussi associée souvent à même si c'est une interleukine, on va dire immunosuppressive, anti-inflammatoire, on la retrouve souvent justement dans des phénomènes inflammatoires. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est le taux de ces différentes molécules, IL-6, TNF, IL-10 et interféron alpha, chez nos sujets, donc selon l'âge et en fait en fonction du nombre d'infections qu'on pouvait retrouver chez ces personnes. Donc, 0 infection, une infection aux herpès, encore une fois, c'est CMV, EBV, HSV1 ou HSV2. Donc, une infection, 2 ou 3 ou plus. Et alors, ce que vous pouvez voir, par exemple, l'interleukine 6, on retrouve peu de personnes qui n'ont aucune infection, surtout à des âges avancés. Mais voilà, il semblerait que de manière générale, on a avec l'âge une augmentation des taux d'interleukine 6, mais ceci est, on peut regarder les P ou les R plutôt, ceci est encore plus fort quand on a un plus grand nombre, on est infecté par plusieurs virus. TNF, on a un petit peu la même chose, mais il semble vraiment que
ce soit pas forcément l'âge, mais surtout les infections virales qui augmentent les taux de TNF. Et comme vous pouvez voir, la IL-10 et l'interféron, bon, a priori, si on n'a pas d'infection ou juste une infection, voilà, ça n'augmente pas. Par contre, clairement, on voit des augmentations fortes reliées à l'infection par plusieurs virus ensemble. Après, voilà, bien sûr, c'est tout à relativiser. Encore une fois, ce sont des individus qui sont relativement sains, hein, ils n'ont pas de pathologie. Voilà, s'il y avait une pathologie sévère, encore une fois chronique ou aiguë, on pourrait certainement voir des profils différents, indépendamment du nombre d'infections. Voilà, ici, dans un contexte sain, on voit que ces infections par ces virus latents et relativement bénins, quand même, un impact fort sur l'inflammation. Ici, on voit donc dans les mêmes donneurs, les mêmes représentations, eh bien, le taux ici de cellules effectrices mémoire, CD8 ou CD4. Et voilà, ce qu'on voit, c'est clairement, il y a des changements. Donc là, on est en nombre absolu de cellules. Hein. Je peux vous montrer les fréquences, mais les nombres absolus, c'est toujours plus relevant. Et on voit que voilà, on a une augmentation avec l'âge quand on est infecté avec une multitude, ou plusieurs. Le plus on a d'infections virales, le plus on va avoir augmentation de ces cellules effectrices mémoire. Et si on a peu ou pas, eh bien, en fait, ces cellules, ce taux de cellules n'augmente, ce nombre de cellules n'augmente pas forcément. Ici, c'est le même type de data, mais en fait, on compare. Ici, on a séparé entre âge moyen, c'est-à-dire en dessous de 50 ans, et âge âgé, donc plus de 60 ans. Et voilà, vous pouvez voir que ces phénomènes d'accumulation de cellules effectrices mémoire associées au virus, ça se produit à n'importe quel âge, jeune ou vieux. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est les cellules naïves. Hein. Je vais revenir à nos moutons. Donc, ici, vous avez les taux, donc nombre absolu de cellules naïves, TCD8, et ici, TCD4. Et en fait, on voit deux profils assez différents. Pour les CD8, il semblerait que, donc, indépendamment du nombre de virus, on voit que leur nombre chute et assez fortement lorsqu'on atteint des âges avancés. Vraiment, on a une perte qui n'est pas complète, mais assez drastique du compartiment T de lymphocyte TCD8 naïf avec l'âge. Dans les quatre, on voit que c'est un petit peu différent, puisque en fait, on a peu de points, malheureusement, encore de personnes âgées non infectées, mais il y a une claire tendance à ce que cette perte de cellules naïves soit en particulier poussée si vous êtes infecté par plusieurs virus. Et que si en fait il n'y a pas d'infection, il y aura une moins forte, voire non, pas de perte de lymphocytes CD4. Ici, voilà, c'est juste pour un petit peu aller un peu plus loin, disséquer encore un petit peu les données, juste en vous séparant les donneurs CMV séropositifs et CMV séronégatifs pour, encore une fois, les comptes de CD8 par contre naïf et CD4 naïf. Encore une fois, ici on se concentre sur le CMV puisque dans la littérature, c'est généralement le CMV qui est le plus associé à ces différents phénomènes d'inflation de la mémoire et potentiellement de perte des naïves. Alors, ce qu'on voit, ce qu'on en a vu un petit peu avant, c'est que indépendamment donc, du nombre d'infections, que ce soit CMV ou CMV+, CMV-, la perte des cellules TCD8 naïves se fait avec l'âge. Donc, même si on n'a pas de virus, on les perdra et ce n'est pas le CMV qui fait quelque chose. Pour les CD4, eh bien, on voit que lorsqu'on est CMV positive, la chute est drastique, mais en fait, même chez les individus CMV séronégatifs, on voit que en fait, la combinaison d'autres virus peut conduire en effet à une perte des lymphocytes T CD4 naïfs. Donc ici, on aura juste EBV et HSBV, mais ça montre clairement que ces virus ont un impact tout de même sur les lymphocytes CD4. Voilà, un impact, on va dire, différentiel de l'âge et des herpès virus sur les compartiments CD4 et CD8. Les questions auxquelles ça nous amène maintenant, c'est finalement quelles sont les bases de cette différence de l'évolution donc du taux, des compartiments CD4 et CD8 naïfs en fonction de l'âge ou des herpès.
Et puis, enfin, pourquoi on n'a pas la même évolution pour l'une comme pour l'autre population? Et puis deux, est-ce que vraiment cette diminution, en particulier chez les lymphocytes CD4 reliés donc au virus, est-ce que ceci va avoir un impact sur notre capacité à induire des réponses contre des néo-antigènes? Juste pour essayer de répondre un tout petit peu à la première question, la différence d'évolution entre CD4 et CD8, peut-être vous l'aviez déjà vu un petit peu au niveau des échelles, quand je vous montrais, si je reviens juste avant, entre les CD4 et les CD8, vous voyez que ce n'est pas du tout la même échelle, elle est beaucoup plus grande pour celle des CD4 par rapport au CD8. En fait, il est connu que de manière générale, on est et le thymus est capable de produire ou produit plus de lymphocytes CD4 par rapport aux lymphocytes CD8. Vous voyez, chez des individus, enfin, chez des sujets d'âge moyen, eh bien, on a quasiment 2 voire 3 fois plus de CD4 que de CD8. Et en fait, avec l'âge, eh bien, on va avoir une diminution, comme on l'a dit, mais on part déjà de beaucoup plus bas au niveau des CD8 que la diminution est encore plus forte, ce qui fait que eh bien, déjà, donc, lorsqu'on est âgé, eh bien, nos CD8 seront beaucoup plus basses que les CD4. Donc, il y a sans doute déjà un facteur nombre et capacité de production par le thymus dès le départ, donc, qui peut expliquer un peu cette différence d'évolution entre CD4 et CD8. Après, si on regarde ici, donc, au travers de la mesure des TREX, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est une mesure qui permet en fait de mesurer l'output thymique, donc la capacité de thymus à produire des cellules naïves. On voit encore, si on prend notre même schéma, que ici, la capacité du thymus diminue avec l'âge, mais indépendamment, encore une fois, des nombres d'infections, ce qui pourrait être assez entendu. Mais en fait, on a exactement le même profil de ce qu'on voyait pour les lymphocytes CD8 naïfs, c'est-à-dire que certainement la maintenance à long terme du compartiment lymphocyte CD8 naïf est complètement dépendant de la capacité du thymus à les produire. C'est bien qu'avec l'âge, avec l'involution du thymus, quand il n'y a plus de production de lymphocytes par le thymus ou qu'elle faiblit fortement, eh bien, c'est d'abord les lymphocytes CD8 qui vont en pâtir. On a une relation a priori directe là-dessus. Alors que les lymphocytes CD4, par exemple, donc déjà, ils sont en plus grand nombre, mais en plus, il semble, ici, en regardant en fait un marqueur de la prolifération homéostatique des lymphocytes, il semblerait que les lymphocytes CD4 soient généralement rentrent plus facilement en prolifération homéostatique que les lymphocytes CD8, donc potentiellement arrivent à mieux maintenir leur compartiment de cellules naïves. Voilà. Pourquoi le thymus produit plus de CD4, moi je ne connais pas la réponse, je ne pense pas que ce soit forcément connu dans la littérature. Pourquoi les lymphocytes CD4 sont plus sensibles, enfin arrivent plus à faire une prolifération homéostatique? C'est pareil, je pense que ce n'est pas très bien connu. Mais voilà, clairement, on voit que ces populations on va dire, vieillissent ou sont altérées de manière différentielle avec l'âge et donc avec les infections. Alors pour arriver à ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un impact finalement des herpès virus donc sur la capacité à répondre à un nouvel antigène? On a vu qu'il y avait un impact des virus sur le taux de CD4, en particulier naïf. Est-ce que ceci impacte donc la capacité à répondre à des nouveaux antigènes? Alors pour cela, donc on a participé à une étude donc faite en Suisse, c'est-à-dire c'est un essai clinique de vaccination primaire, c'est-à-dire un collaborateur, Ouskerer, à Zurich, a recruté 140 individus âgés, donc plus de 70 ans. Il les a vaccinés donc, pour la première fois. Il a bien vérifié qu'ils n'avaient pas été vaccinés avant, qu'ils n'avaient pas été infectés par le virus pour lequel ils vaccinaient. Donc, il a vacciné par la première fois contre TBE, c'est tick-borne encephalitis, donc le virus comment dire en français, le virus de l'encéphalite de la tique, un truc comme ça. Enfin, tick-borne encephalitis. Et donc, c'est un virus qui est assez endémique en Autriche, un petit peu en Suisse. Nous, on ne le connaît pas trop, mais il y en a fait un vaccin qui ne marche pas trop mal donc contre ce virus. Et donc, voilà, il a proposé la vaccination donc, à 140 individus de plus de 70 ans. C'est un vaccin qui est sur le marché, comme je vous l'ai dit. Et en fait, il a étudié la réponse immunitaire
contre ce vaccin, aussi bien la réponse cellulaire que humorale. Et donc, regarder s'il y avait en fait un impact de la sérologie CMV sur la réponse à ce vaccin. Ici, on va regarder la réponse cellulaire donc en ELISpot. Donc, en ELISpot, c'est-à-dire qu'on prend des lymphocytes de personnes vaccinées. Donc dans nos tests, on les active avec des peptides du virus et on regarde finalement le niveau de réponse dans chacun de ces individus. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les sujets CMV séropositifs avaient une moins haute réponse contre le vaccin TBE. Et que de manière intéressante, il y avait en fait une corrélation entre le taux de réponse de réponse cellulaire, lymphocytée, contre le vaccin et le niveau de cellules naïves T CD4. Si vous faites ça avec le CD8, ça ne marche pas. En fait, on ne voit pas de corrélation. Donc, il semblerait que la réponse T soit reliée au taux de lymphocytes CD4. Et si on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là, on passe de l'ELISpot à la cytométrie en flux, ce qui nous permet en fait d'aller disséquer un petit peu plus nos populations, par exemple identifier les CD4 par rapport au CD8. Ce qu'on voit, c'est que la réponse TCD8 contre le vaccin, déjà très faible par rapport à celle de CD4, ont été pas ou très peu affectées par le CMV. Par contre, c'était la réponse CD4 spécifique qui était plus impactée lorsque les personnes étaient séropositives au CMV. Et en fait, ici, par rapport, c'est juste pour comparer, on a aussi regardé chez les mêmes personnes donc la réponse contre, donc ici le VZV, donc une réponse mémoire. La plupart des gens sont infectés par ce virus. Et vous pouvez voir que, en contraste d'une réponse primaire induite par un vaccin, ici, on n'a pas de différence ou d'impact du CMV, que ce soit aussi bien pour les CD8 que pour les CD4, en termes de réponse mémoire. Et donc, plus loin, ce qui a été intéressant, c'est d'aller voir les réponses humorales. Donc, ici, les anticorps qui sont induits par le vaccin. Juste pour rappel, il y a eu trois doses de vaccin, donc à semaine 1, après semaine 4 et après semaine 24. C'est pour ça que vous voyez ces profils ici, ça monte. Attendez, ça monte. Oui, non, ça descend ici. Donc, pardon, ça devait être, il y avait une vaccination ici, ça redescend et ça monte. Enfin, il y a deux rappels. Et en fait, ce qu'on voit de manière générale, ici, ce sont les anticorps, donc les bindings, les anticorps classiques, IgG. Il y a aussi une étude sur la neutralisation qui a été faite. Et de manière générale, en fait, ce qu'on voit, c'est que les individus, les personnes CMV séropositifs avaient généralement des taux d'anticorps et des capacités neutralisantes plus faibles au travers de l'inflammation et du fait qu'ils puisent de manière chronique dans le pool de cellules naïves, vont conduire petit à petit à des changements homéostatiques et à une réduction du pool de cellules T, CD4 naïfs. Donc, il y aura une moins bonne capacité à induire des nouvelles réponses T. Et bien sûr, ceci a des implications directes, on va dire, de nos jours. Par exemple, quand il s'agit de mieux comprendre donc la capacité à répondre à des infections émergentes, donc telles que celle par le SARS-CoV-2, ainsi que la capacité vaccinale, où on peut imaginer que les personnes âgées qui seraient multi-infectées donc par ces herpès virus, a priori, pourraient avoir une vulnérabilité plus grande face au Covid-19, et en particulier donc une capacité plus faible à induire des bonnes réponses vaccinales. Alors pour finir, donc ma troisième partie, donc je vous ai montré pas mal de data sur les altérations quantitatives des lymphocytes T naïfs. Maintenant, je vais m'arrêter un petit peu sur les altérations qualitatives du compartiment des cellules T naïfs avec l'âge. Ici, on part juste sur les fréquences, on l'a vu, donc le taux de lymphocytes T, ici, par exemple TCD8, diminue fortement avec l'âge.
On a vu que la longueur des télomères dans ces populations diminuait. Donc voilà, il y a pas mal d'altérations. Mais si on va en fait s'intéresser directement aux capacités fonctionnelles, par exemple de prolifération de ces cellules, donc ici par exemple vous prenez des cellules, donc vous triez des cellules TCD8 naïves, donc soit d'individus âgés, plus de 70 ans, soit d'individus plutôt jeunes, autour de 40 ans. Donc, vous activez ces cellules et vous suivez leur capacité à proliférer. Et donc, de manière générale, sur c'est jamais noir ou blanc, mais de manière générale, on voit que les cellules naïves de personnes âgées ont une moins bonne capacité à proliférer, donc in vitro dans nos tests. Et en contrepartie ou à l'inverse, en fait, on voit que ces cellules ont généralement après activation, elles sont plus susceptibles à une mort cellulaire, donc après activation. Et de manière générale, on voit qu'il y a une corrélation entre le plus ces cellules sont susceptibles à la mort, mais le moins on va les voir proliférer, sans doute parce qu'elles disparaissent. Donc, il y a aussi bien des altérations qualitatives que quantitatives de ces cellules T naïfs avec l'âge. Et donc, pour mieux, parce qu'on parle d'altération des cellules naïves, mais est-ce que ça peut vraiment se refléter sur une capacité à induire des réponses, encore une fois, primaires, efficaces, par exemple donc, des réponses TCD8. On a mis au point donc, il y a quelques années un test donc, qui nous permet en fait d'étudier le priming, l'induction de lymphocytes TCD8 à partir de cellules naïves de manière antigène spécifique. C'est-à-dire qu'on prend des cellules du sang de donneurs, on induit avec différents facteurs, on mobilise les cellules dendritiques, et puis on rajoute ici un antigène modèle. Ici, c'est l'antigène du mélana, c'est un antigène du mélanome, c'est un antigène de tumeur. Mais chez les individus sains, on sait qu'il n'y a pas de cellules mémoire, il y a pas mal de cellules naïves qui peuvent reconnaître cet épitope. Et in vitro, en quelques jours, on arrive à induire une jolie réponse TCD8 qu'on arrive à identifier avec nos outils, et puis on peut regarder différents paramètres de ces cellules, leur expansion, leur phénotype et leur fonction. Et alors, ce qu'on avait vu donc, déjà il y a quelques années, c'est qu'en fait, à partir des échantillons de personnes âgées, on voit qu'on a une beaucoup moins bonne capacité à induire un grand nombre de ces cellules, de ces cellules donc, spécifiques de mélana. Donc, une réduction, on va dire, quantitative de l'efficacité de priming de réponse TCD8 antigène spécifique. Et qu'en plus donc, de cette réduction quantitative, on voyait qu'au sein de ces cellules induites, primées, eh bien, on a généralement des plus bas niveaux de granzyme B, perforine, donc qui sont des cytotoxines, donc très importantes pour la capacité effectrice de ces cellules. Et on a aussi des plus bas niveaux d'un facteur de transcription, Tibet, qui dans les lymphocytes est aussi très important pour les fonctions effectrices des cellules. Donc, on a de manière générale une réduction aussi qualitative de l'efficacité de priming. Donc voilà, ce qui se traduit par une qualité réduite des réponses de novo CD8 chez la personne âgée. Donc ici, par exemple, contre un antigène tumoral. Donc pour mieux comprendre donc, un petit peu ces défauts des cellules naïves CD8 et voir si on pouvait améliorer, on s'est intéressé par exemple, ce qui est très à la mode ces temps-ci, ces dernières années, c'est le métabolisme de ces cellules. Par exemple, leur capacité à activer des voies telles que mTOR. Il faut savoir que quand les cellules naïves sont activées et deviennent effectrices mémoire, il y a des gros changements au niveau du métabolisme qui se font. Ces cellules vont avoir tendance à beaucoup plus utiliser la glycolyse, activer la voie mTOR. Alors, on n'a pas vu dans nos essais beaucoup de différence entre cellules naïves, donc activées, jeunes et vieilles, au niveau de mTOR. La capacité de capturer, d'intégrer du glucose. Pareil, dans nos tests en cytométrie, on n'a pas vu grand-chose. On a fait quelques expériences en transcriptomique. De manière générale, à part pour certains gènes qui pourraient être intéressants, on ne voyait pas grande différence. Je pense qu'il faudrait, bien sûr, après les gènes qu'on voit sont des gènes relativement importants, donc il faudrait un petit peu plus se plonger sur le rôle de ces gènes, mais de manière générale, on a conclu qu'il y avait un switch métabolique, donc une fois que les cellules naïves étaient activées, qui était
relativement intacte chez les personnes âgées. Donc relativement, parce qu'en fait, on ne s'est pas forcément concentré là-dessus. On a aussi vu qu'il y avait des défauts intéressants, en particulier au niveau du métabolisme des lipides. Par exemple, pareil, par cytométrie, en utilisant différentes probes, on peut en fait regarder la capacité des lymphocytes T naïfs, donc plutôt jeunes ou plutôt vieux, à prendre des acides gras dans le milieu. Et on voit qu'en fait, les cellules naïves de personnes âgées avaient une plus grande, on va dire, capacité justement à prendre des acides gras. Aussi, leur contenu en lipides était plus élevé. Et que de manière intéressante, en fait, tous on va dire, ces contenus ou ces capacités de prendre les lipides étaient en fait corrélés avec soit la prolifération, soit ici, donc, comme on vous montre, cette susceptibilité à la mort cellulaire. Donc, on a l'impression le plus de lipides avaient ces cellules, le plus elles étaient, ou le moins ces cellules étaient fonctionnelles. Et puis au niveau transcriptomique, pour certains gènes en relation avec la régulation du métabolisme, on a vu par exemple qu'un gène tel que ID2 était ici plus régulé donc, dans les cellules naïves de personnes âgées. Et c'est un gène important pour la régulation métabolique, mais en particulier pour tout ce qui est régulation du métabolisme des lipides. Donc on a essayé de se concentrer un petit peu plus sur le métabolisme des lipides. Et alors, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que les lipides sont bien sûr très importants pour la prolifération des cellules, pour faire les membranes, etc. Mais en excès, les lipides peuvent aussi avoir des effets négatifs. Alors, par exemple, ici, on a essayé différents types de lipides, mais on a trouvé des résultats intéressants au moins qui soutenaient notre hypothèse avec l'acide palmitique, qui est donc un acide gras très saturé. Et en fait, si on cultive nos lymphocytes T naïfs, ici de personnes jeunes en présence donc de beaucoup d'acide palmitique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une moins bonne prolifération de ces cellules. Donc, ce qui met juste en avant, c'est qui exemplifie le fait que en fonction du milieu et du taux ici d'acide gras, on peut avoir en fait un effet négatif sur la prolifération de cellules même jeunes. Et donc, on a essayé en fait de pouvoir un petit peu réguler ce taux d'acide gras dans les cellules naïves, en particulier les personnes âgées. Et pour ça, en particulier, on a étudié cette molécule, rosiglitazone ou ROS, qui est donc un agoniste de la voie PPAR-gamma et qui est connu en fait pour induire le catabolisme des lipides. En fait, cette molécule est même une molécule qui peut, plus en Europe maintenant, bien que ça a été le cas, mais toujours aux États-Unis, c'est en fait un médicament dans le cadre du diabète. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça a une relation avec le métabolisme des lipides? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est une molécule d'intérêt qui est donnée à l'homme. Donc voilà, qui augmente l'oxydation des acides gras, donc leur catabolisme. En fait, si vous prenez des cellules naïves ici de personnes âgées, vous les traitez, d'abord vous essayez d'enlever les acides gras qui sont dans le milieu, donc pas de FCS dans le milieu, et vous rajoutez la rosiglitazone, vous voyez que vous avez une diminution des acides gras dans ces cellules. Et dans nos essais fonctionnels, on a pu voir que si on prend des cellules naïves CD8 de personnes âgées, qu'on les traite encore une fois in vitro, donc avec rosiglitazone, on voit que leur susceptibilité à mourir diminue et leur capacité à proliférer augmente. Donc on restaure, alors c'est jamais complètement, mais on aide ces cellules naïves TCD8 à aller vieilles, à être mieux fonctionnelles dans nos tests. Et ici, on reprend notre test de priming. Et on voit que, encore ici, ça c'est juste pour vous remontrer que chez les personnes âgées, on avait un moins bon priming. Et bien, si on prend ces mêmes cellules de personnes âgées, on les prime en présence de rosiglitazone, et bien, on arrive à réaugmenter un petit peu le nombre de lymphocytes ici spécifiques de notre épitope mélanoma donc dans nos tests. Donc, il y aurait un intérêt potentiel de cette molécule ou de molécules équivalentes pour essayer d'améliorer donc, on va dire, la capacité de priming des lymphocytes T CD8 chez la personne âgée. Donc, ici, c'est un petit peu ma dernière conclusion ici. Donc, chez la personne âgée ou avec l'âge, les cellules naïves, peut-être au travers de l'homéostasie,
donc vont avoir vont montrer des défauts fonctionnels, enfin, ou de leurs propriétés fonctionnelles, reliés donc certainement à une altération du métabolisme des lipides. Et ceci donc, peut être associé voilà, à des défauts de prolifération, susceptibilité à la mort et éventuellement donc une réduction de l'efficacité de priming. Et que bon, potentiellement, avec ce type de molécules, telles que rosiglitazone, il y aurait moyen d'agir sur ces niveaux de lipides dans ces cellules pour essayer d'améliorer la réponse à des antigènes. Voilà, je vais finir ici, juste, ça dure un petit peu longtemps que je pensais. Je suis désolé, mais je vais finir ici donc, en remerciant en fait toutes les personnes qui ont participé à ce travail. Donc, ça a duré, enfin, c'est un travail qui dure depuis une certaine année. En particulier, donc, les personnes qui ont été impliquées sont Laura Papagno, donc, qui est toujours ici, enfin, qui est toujours dans mon équipe ici à Bordeaux. Francesco Nicoli et Delphine Sauce ont été aussi très impliqués dans ces travaux. À Paris, donc je remercie aussi beaucoup Jacques Bodart, donc avec qui on a collaboré pendant des années, donc Jacques Bodart du département de gériatrie, donc grâce auquel on a pu en effet faire ces études donc, chez les personnes âgées. J'ai mentionné donc la cohorte de Urs-Kerrer à Zurich, qui est une cohorte absolument fantastique, unique, donc de personnes âgées primo-infectées. Et puis on a collaboré avec différentes personnes, le groupe d'Antoine Toubert à Paris pour justement les mesures de l'output thymique, d'Arak Dulfi à Pasteur pour tout ce qui était mesures de facteurs inflammatoires, sérologie des herpès, et puis David Price au UK donc pour tous les outils, pour le priming, la tétramère, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter ici si vous avez quelques questions, et puis je vous remercie aussi de votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Victor, pour cette présentation très claire et très didactique. Je pense que même pour les non-immunologistes, il n'y a eu aucune difficulté à suivre et très belles études qui ont été réalisées. Donc, pour les questions, vous n'hésitez pas à lever la main et puis à prendre la parole ou alors à mettre vos questions dans le chat. Moi, j'avais une première question parce que je sais que voilà, Julie, dans le contexte CMV, notamment, son équipe s'intéresse au TEMRA. Et alors, j'ai cru comprendre que cette population, c'était plutôt spécifique, les TEMRA, chez les patients infectés au CMV. Mais est-ce que, peut-être en fonction de l'âge, il y a des différences dans ces populations TEMRA, justement, chez les patients infectés? Vous vous êtes intéressé à ça ou pas? Artema, oui. Enfin, je n'ai pas été trop en détail parce que j'ai mis dans les EM, effecteurs mémoire, il y a tout en fait. Il y a les TEMRA, c'est toutes les effectrices mémoire, populations. incluant les RAS D'accord. qui réexpriment RA. Donc on le voit, on voit encore plus, enfin, dire, la pente augmente encore plus avec les TEMRA, c'est-à-dire enfin, quand on est affecté par CMV et les autres virus. Mais c'est vrai que tu fais bien de les mentionner, que ce soit pour les gamma-delta, pour les alpha-bêta, c'est la même chose. On voit cette augmentation de TEMRA en particulier reliée au cytomégalovirus. Avec les autres virus, on en voit beaucoup moins. Et c'est assez impressionnant avec du recul de voir l'impact comment un virus en particulier peut avoir un impact fort sur cette distribution de population. On le voit un petit peu avec les autres, hein, avec le VIH aussi, on voit un petit peu cette augmentation, mais c'est vraiment le CMV qui drive énormément cette différenciation et cette accumulation de cellules. Joël? Oui, je suis là. D'abord, félicitations, Victor, et toute ton équipe pour ce travail. Hein. Vraiment, c'est super chouette. Je crois que ma caméra ne marche pas. Mais bon. J'ai une question sur la dernière partie, en fait, parce que si j'ai bien suivi ton explication, quand tu prends des lymphocytes de patients âgés, oui. Donc ils ont plus tendance à accumuler du lipide. Oui. OK. Est-ce que vous avez corrélé ça avec les donneurs, avec les lipides circulants, enfin les acides gras circulants chez ces donneurs? Parce qu'on sait que chez les personnes âgées, donc, il y a forcément plus d'acides gras circulants, généralement, dû à la qualité de vie. Et parce qu'en fait, souvent, les cellules s'adaptent un peu à leur micro-environnement. Hein. Donc, s'il y a plus de lipides dans le milieu, elles vont consommer plus de lipides pour alimenter leur métabolisme. Donc, ça pourrait être juste un reflet de ce truc-là. Et du coup, plutôt que de proposer une approche
médicamenteuse, juste proposer à ces patients d'avoir une diète un peu moins riche en lipides. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que voilà, les patients qui ont moins de lipides, les personnes âgées qui ont une diète faible en lipides, riche en carbohydrates, je ne sais pas, sont plus résistants aux infections virales ou ce genre de choses? Alors pour répondre à la première question, non, malheureusement, on ne l'a pas fait. En effet, ce serait intéressant de le faire. Je pense qu'une étude métabolomique en partie des lipides chez les personnes âgées et corréler ça avec des fonctionnalités, ce serait super. Non, nous, on ne l'a pas fait. Mais ce serait vraiment quelque chose à faire. Souvent, les reviewers nous le demandent et puis on est un petit peu stuck, on va dire. Voilà, non, ce serait vraiment bien à faire, en effet. Et bon, l'hypothèse, en effet, est là. Hein, on imagine qu'on verrait des choses intéressantes en fonction de. Après, il faudrait aller voir quels lipides sont vraiment associés à ces défauts fonctionnels. Mais non, ce serait fantastique. Pour ta deuxième question. Alors, en fait, ce qu'il a été démontré, là, pas forcément chez les personnes âgées et même pas forcément chez l'homme, mais tout ce qui était restriction calorique, donc dans des modèles animaux, que ce soit chez la souris ou chez le singe, restriction calorique était associée en effet à une préservation du système immunitaire avec l'âge et voilà, avec des meilleures, je ne sais pas si c'était des meilleures réponses vaccinales ou des meilleures réponses contre des infections virales, mais clairement, voilà, la restriction calorique, donc le régime alimentaire a été montré comme étant clé dans ce contexte. Après, bon, pour l'homme, c'est un peu plus difficile à mettre en place puisque voilà, quand on a une population animale, c'est une population très, très contrôlée, très, très réglée. L'homme, la population humaine est tellement diverse qu'il faut faire gaffe à ne pas aller vers dénutrition ou malnutrition et donc d'autres problèmes. Mais bon, je suis totalement d'accord avec toi que peut-être au niveau personnalisé, voilà, des changements alimentaires seraient clairement très importants à faire en vue d'une meilleure immunité. Là, on est totalement d'accord. Merci, Victor. Alors juste avant toi, Christophe, il y a Jean-François Moreau qui a mis une question dans le chat et demande si tu as regardé le rapport CD4, CD8 dans le sang. Alors, on l'a regardé. Alors, je ne sais plus ce qu'on a trouvé. Bon, ça doit être facile. Généralement, avec l'âge, le rapport CD4, CD8 a tendance un petit peu à changer. De manière générale, voilà, le rapport CD4, CD8 est largement en faveur des CD4. Mais avec l'âge, il tend un petit peu à diminuer, mais on est loin d'aller dans les contextes type VIH où avec la déplétion des CD4 et l'augmentation des CD8, on a une inversion du ratio. Mais donc on l'a regardé, mais je crois que c'était pas forcément, c'est pas montré, c'était pas forcément voilà ce qui nous est ressortir, ce qui était le plus éloquent. Mais en effet, on peut avoir surtout l'inversion. Attention, surtout l'inverse, augmentation des CD4. On n'a pas vu d'inversion, mais voilà, un ratio qui tendait à diminuer. Oui, merci Victor. Non, c'est que surtout en clinique, on note chez certaines personnes une augmentation des CD4 et notamment les gens qui ont été traités par des chimios, des choses comme ça. D'accord, une augmentation des CD4. Vous voyez, okay, c'est-à-dire que ça, c'est un trait qui est caractéristique et qui est lourd de conséquences pour l'avenir de la personne. C'est qu'avec les événements, notamment thérapeutiques, tu as une capacité de restauration de ton CD8 qui se casse la figure. Mm-hmm. Et c'est connu, même chez le jeune, que je me souviens d'un bébé qui avait été transplanté du thymus, on avait suivi toute la reconstitution. Tu as un décalage, et puis c'est connu pour la moelle, entre transplantation, greffe de cellules souches hématopoïétiques, entre la reconstitution CD4 et la reconstitution CD8. Il y a toujours un décalage entre les deux. Les CD4 viennent en premier, les CD8. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge, tu n'as plus de reconstitution CD8. Donc en fait, ce que je voulais savoir, c'est dans ta cohorte et tout ça, si tu prends le rapport comme, évidemment, c'est grossier, mais bon, si tu veux, on fait ce qu'on peut avec ça qu'on a. Et ça pourrait être intéressant à suivre comme marqueur un peu de la capacité, en effet, de reconstitution CD8. Non, mais tu as entièrement raison. Je pense qu'en clinique, on ne regarde pas souvent, pas assez le rapport CD4. Bon, il faut faire la NUM CD4, CD8,
Mais il n'y a pas des fois Oui, forcément d'aller beaucoup plus loin en termes de phénotypage et un ratio. non, non, mais tu le donnes toujours parce que tu l'as toujours, ça. Ouais, C'est dans tous les rapports. Ouais, c'est un truc de base, quoi. Et, de base, pour nous, immunologistes, mais des fois, dans certaines cohortes, ils disent ah non, pourquoi il faut faire ça? ah oui, ah oui. Ouais. Mais c'est facile à faire, en tout cas. Tu mets sur ton fichier Excel, tu mets le chiffre de CD4, le chiffre de CD8, puis tu fais le rapport. Même Oui, non, non, non. Non, mais c'est ça, des fois en clinique, ils veulent. Enfin, ça c'est des coûts en plus, je sais plus, c'est 5 ou 6 euros ouais. le CD, le code CD8. Et si tu veux faire genre 2000 patients tout de suite, ça fait pas. Non, mais tu as raison. Puis il y a eu des époques assez différentes. Mais il y a des papiers là-dessus, notamment des rapports au-dessus, un papier avec un rapport au-dessus de 6. Des augmentations. Et ça, je pense que c'est intéressant. Ça m'avait posé une question. Je cherchais pendant longtemps ce que ça pouvait être. Voilà. Bon, pour faire un fromage, c'est un truc intéressant. Voilà. Okay, très bien. Qui est très solide, qui est très constant, qui est très robuste. Merci Jean-François. Christophe? Oui, merci Victor pour cette présentation qui m'a été très utile par rapport à nos interactions actuelles. Ma question, c'est est-ce que ce que tu observes chez les personnes les plus âgées, tu peux envisager de le voir dans des populations plus jeunes, mais qui auraient des complications ou des pathologies qui soient à risque de développer des cancers, notamment par exemple les gens qui sont une obésité morbide sont quand même à risque de développer un carcinome hépatocellulaire, ou même chez les personnes diabétiques. Est-ce que tu peux envisager que cette perte de cellules T naïves puisse être aussi visible, mais à des âges bien inférieurs à ce que tu as pu observer? Je n'ai pas assez de recul, je ne m'y connais pas assez pour savoir si dans ces contextes malins, enfin de cancer, dont tu mentionnes, ça pourrait être le cas ou s'il n'y a pas autre chose qui va plus être lié à cette prévalence de cancer chez les personnes jeunes. Mais en effet, clairement, chez des personnes plus jeunes, on peut avoir des diminutions des taux de cellules naïves. Ça dépend en effet, comme tu dis, peut-être l'obésité, etc., ou l'environnement peut avoir un impact et donc induire, enfin, peut-être pas un vieillissement prématuré, mais en effet, accélérer ce vieillissement immunitaire. On voit par exemple ça, donc c'est hors cancer, mais sans doute ça devait être aussi en Europe il y a peut-être 100 ans, mais de nos jours, tu vois, dans certains pays d'Afrique qui sont plus soumis à différentes pathologies, infections virales, pathogènes, etc., on voit un vieillissement, on va dire, immunitaire plus précoce. D'accord. Donc certaines infections, peut-être la aflatoxine, tu fais référence peut-être. Je connais la aflatoxine au niveau des céréales qui entraîne des carcinomes hépatocellulaires chez les populations plus jeunes en Afrique. Ce serait clairement intéressant à aller étudier plus en détail leurs propriétés immunitaires et voir si, encore une fois, tout est reliable. Merci. Mania. Salut Victor, merci pour cette présentation. Moi, j'avais juste une question par rapport en fait, à l'hypothèse hygiéniste. Donc, ça va à l'encontre des résultats. Il semblerait plus on est infecté par d'autres virus, mais on est apte à répondre postérieurement à une autre infection. Il y a les deux, je crois. Hein, mais donc, je me demandais, est-ce que le fait d'avoir peu d'individus âgés, on va dire, qui n'ont été pas infectés, peut être dû à l'occurrence d'autres pathologies, comme par exemple des pathologies auto-immunes, etc., ou d'autres développements de choses comme ça. C'est parce que c'était l'hypothèse hygiéniste, c'était si tu es peu exposé à des infections, tu es plus apte à développer certaines pathologies auto-immunes, inflammatoires, etc. Pour les pathologies auto-immunes ou inflammatoires, je ne pourrais pas trop te dire, mais clairement, enfin, tu vois, je disais, il y a un équilibre. En fait, à mon avis, c'est en fonction un peu de ton âge. Je pense qu'il y a des âges, c'est bien en effet d'être exposé à différents virus, ça va augmenter un peu ton inflammation, etc. Ça va te permettre à mieux répondre à d'autres pathogènes, potentiellement peut-être à mieux contrôler ton système immunitaire et empêcher des maladies auto-immunes.
Donc, je pense que non, l'hypothèse, enfin, je n'y veux pas. Non, non, clairement, voilà, il faut un moment que notre système immunitaire soit, voilà, soit challengé. Et je pense que, voilà, enfin, et sans doute qu'il y a un intérêt d'avoir CMV peut-être plutôt dans la vie, en effet. Mais voilà, plus tard dans la vie, on voit que l'effet n'est pas, voilà, est pas le même. Donc, moi, je crois vraiment aux deux, quoi, en fonction de. Voilà, C'est important. c'est ça, c'est ça. C'est pas CMV, ça va diminuer augmenter ton inflammation, ça va diminuer tes réponses. Non. Chez la personne de plus de 70-75 ans, en effet, ça a sans doute un effet néfaste, mais à un moment dans la vie, ça lui a permis de survivre jusque-là. Merci. Merci. J'avais une autre question alors qui sort un peu du côté t'es naïf, mais c'est sûr d'un point de vue immunité tissulaire et vieillissement. Est-ce qu'il y a des données ou des personnes qui sont intéressées, si vous êtes plus sur la partie t'es naïf, mais à avoir un petit peu l'évolution de l'immunité tissulaire et des lymphocytes qui sont plutôt effecteurs mémoire ou résidents mémoire en fonction de l'âge? Il y a pas mal, je pense qu'il y a pas mal de groupes qui s'intéressent à ça. Nous, on s'intéresse un petit peu, on ne va pas s'intéresser à tout. Pour tout ce qui est voilà, lymphocytes résidents, bon, le problème là, c'est qu'il faut avoir accès à des biopsies, à du matériel plus spécifique qui, nous, dans nos études humaines, sont pas forcément faciles à avoir. Après, je sais qu'il y a des jolies études qui ont été faites, je crois aux États-Unis, où ils avaient accès à la morgue, à des corps entiers de différents âges. Et là, ils ont pu pas mal disséquer les populations. Alors, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était pour tout ce qui était effectrice mémoire et cellules résidentes, mais voilà, il faudrait retourner voir ces études, voir ce qui a été fait depuis. Je me rappelle il parlait des naïves, et dans tous les compartiments qu'il regardait, il y avait moins en moins de naïves. Oui, dans la peau, on va en retrouver très peu, voire très pas peu, en ouais, fait. Mais oui, tout à fait. Mais en effet, non, moi, là, je pense que c'était en termes de quantitatif, ils voyaient des changements. Encore une fois, je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils voyaient, mais clairement, au niveau qualitatif, il va y avoir aussi des changements de l'environnement, donc des changements fonctionnels de ces cellules qui seraient en effet très intéressants à les regarder. Chez l'homme, on a des bons échantillons, quoi. Chez l'animal, en effet, c'est plus facile, mais je n'ai pas trop suivi cette littérature, je t'avoue. D'accord. Et après, alors là, que ce soit, là, ce sera, je ne sais pas les études qu'il peut y avoir, alors de façon globale au niveau lymphocyté, mais au niveau de la diversité du répertoire TCR. Alors là, il faudrait peut-être suivre sur un même individu, mais est-ce qu'on voit une variabilité qui est différente en fonction de l'âge du TCR, avec des clones qui augmenteraient en vieillissant, justement, s'il y a moins de lymphocytes naïfs au cours du temps? Oui, alors ce qui est clairement établi, c'est si tu regardes la totalité du compartimenté, donc ça va inclure les naïfs, les effectifs, Oui. les MRA, etc. Là, tu as clairement des restrictions, des accumulations de population oligoclonales qui sont avec l'âge, très souvent reliées à ACMV ou d'autres virus. C'est-à-dire que là, en fait, tu vois une diminution de la diversité qui est associée en fait, à ces expansions oligoclonales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu regardes ça, tu regardes en fait un échantillon, tu vois, de sang, etc. Donc, tu as une image qui est relativement, je dirais, pas biaisée, mais petite. Donc, tu vas toujours voir ces augmentations oligoclonales. Ce qui est chose plus intéressant, nous, on s'y est mis un petit peu. J'aurais pu vous montrer des datas. Puis il y a d'autres groupes qui s'y mettent. C'est en fait regarder les changements, surtout au niveau des cellules naïves. Parce que, en mémoire, il va toujours y avoir un tas de choses qui va se passer avec le temps. Et au niveau des cellules naïves, en fait, ça dépend aussi un petit peu de l'échantillonnage, parce que la cellule naïve, de manière générale, elle est polyclonale, enfin la population. Donc, tu auras toujours un répertoire relativement divers, mais nous, on a pu voir chez certains individus, donc vraiment âgés, où on voit très, très peu de lymphocytes T, et bien là, on voit des restrictions, une diminution de la diversité du répertoire au niveau des cellules naïves CD8. Donc, celles qui sont vraiment, on n'en a presque plus, on voit clairement une restriction. Alors que chez les mêmes individus, les CD4, elles, on va dire, on voit moins de restrictions. Encore une fois, je pense que c'est dû à l'échantillonnage où on a plus de cellules CD4, donc on arrive à maintenir une certaine diversité dans nos essais, quoi. D'accord.
Mais voilà. Donc, enfin, il y a des, voilà, on voit des changements. Généralement, c'est vers moins de diversité. Mais voilà, l'interprétation des datas est toujours un petit peu à remettre en fonction de l'échantillonnage. D'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions ni dans le chat, ni de main levée. Si personne n'a des questions, on va clore le séminaire. Donc, encore merci. Très joli travail de toute ton équipe. Et puis, de beaux projets à venir aussi à Bordeaux en développement sur tout ce thème vieillissement. Donc, c'est important, je pense, dans les axes de recherche qui sont développés, en tout cas au niveau du département ou de l'université, cette partie vieillissement, système immunitaire qui va s'enrichir. Avec plaisir. Merci à tous et bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.